Bonjour et bienvenue dans le studio des experts. Pendant près d'une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. Évidemment, au programme, on va parler des remous dans la formation des gouvernements, une industrie qui s'en va, un calendrier qui prend du retard et des budgets en déficit rattrapés par de l'emprunt auprès des citoyens. Alors pour en parler, deux élus et deux experts pour les interroger à mes côtés, Sylvie Losberg, psy-historienne, directrice études et stratégies locales et secrétaire générale Europe du Conseil international des femmes. Ouf, j'ai tout dit. Hein. Merci Jean-Jacques, bonjour. Et Nicolas De Decker, journaliste politique au vif. Point. Mais même journaliste tout court, hein, Toujours si vous voulez, mais bonjour voilà, quand même. c'est bon aussi, effectivement. Alors, encore quelques jours, semaines, voire mois, dormir avant de voir se former les gouvernements bruxellois, flamands et fédéral. En attendant, les communales approchent. Dans 5 semaines, nous voterons. On en a profité pour tirer les numéros des listes utilisant un logo de parti. C'était mardi. Reportage Jim Moskowitz et Béatrice Breton. C'est sur des images proches d'un bingo que les élections communales débutent réellement. Dans chaque boule, un parti, et l'ordre du tirage donne le numéro de leur liste. C'est Voreut qui tire le numéro 1, et en numéro 2, on retrouve des filles. Le chiffre 2, ça symbolise vraiment cette volonté pour des filles de travailler en concertation avec le citoyen. Et puis aussi, ce sera peut-être aussi annonciateur d'une certaine victoire. Un petit peu plus loin, on retrouve le Parti socialiste qui aura le numéro 5. C'est aussi le symbole de la main tendue. Et ça incarne vraiment très bien les valeurs socialistes. Même place qu'il y a 6 ans pour le PS, et le discours n'a pas changé. Mais aussi, c'est le stop à la régression, le stop aux injustices. Oui, mais c'est aussi le symbole de dire stop à la régression sociale. Je vous dis clairement, je n'avais pas été revoir le reportage. Le MR est juste derrière les socialistes. Pas un problème pour leur président de parti qui a vite trouvé la formule. Je suis un grand fan de Formule 1. C'est pas la place sur la grille de départ qui compte, c'est la place sur la ligne d'arrivée. Les partis qui présentent des listes communes peuvent choisir entre leurs 2 numéros. Écolo abandonne le 7. Nous prendrons le numéro 4, qui est le numéro tiré par Groen, parce que les écologistes, qu'ils soient francophones ou néerlandophones, ils se coupent en 4 pour les citoyens et les citoyennes. Pas toujours évident pour les présidents de partis de trouver l'inspiration sur leurs chiffres. Parfois, il suffit de l'incliner de 90 degrés. Le 8, c'est le chiffre de l'infini et donc c'est à l'image de notre infinie détermination pour gagner ces élections et servir au mieux les Bruxelloises et les Bruxellois au lendemain du 13 octobre. Enfin, le dernier parti tiré au sort aura le chiffre 13. Le PTB préfère voir cela comme un bon présage. Le chiffre 13, il est très symbolique et il porte chance. Donc voilà, on a fait quand même le premier résultat. On était le premier parti dans plusieurs communes en juin. Donc on espère bien refaire ces résultats-là aux élections communales. Après ce bref exercice de numérologie, il est désormais temps pour les partis de lancer leur campagne, car il en faudra plus pour convaincre les électeurs et électrices. On sait que ces chiffres n'ont aucune importance, hein, Sylvie Losberg, mais un peu ce démarrage de campagne électorale communale, on a l'impression de ne pas avoir quitté la campagne électorale. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, d'autant qu'en fait, on voit que les sujets sont un peu gelés. Hein. On a l'impression que depuis qu'on a voté en juin, on est dans un sas de décompression. On attend quelque chose, alors que je pense que les citoyens ont des attentes, tant au niveau fédéral que régional, que le niveau communal et provincial est très important aussi, mais il n'y a pas de raison, je dirais, de conditionner finalement une action politique à la formation des futurs gouvernements ou des coalitions au sein des communes. Ça donne un mauvais signal, je trouve, à la population. On va quand même parler dans cette émission de pas mal de sujets qui sont sur la table avant que le gouvernement soit formé. Donc on aura quand même l'occasion d'en parler. Et vous, qu'est-ce que ça vous inspire, Nicolas De Decker, ce démarrage de campagne? On a beaucoup dit au niveau fédéral spécialement que le fait qu'il y ait les élections communales interférait dans la composition dans la négociation au gouvernement fédéral. C'est aussi évidemment le cas au niveau régional bruxellois qui nous concerne. On avait même dit, il fut un temps qu'il était pratiquement certain que les 2 hommes forts francophones, on va dire, Ahmed Lawège et David Lester, avaient implicitement... c'était fait une raison plus ou moins positive de se dire on fera ça après les communales. Il y a eu un moment où ça s'est un peu accéléré, mais comme ça s'est ralenti au niveau fédéral, on sent bien que les formateurs régionaux bruxellois se disent
on fait tout ce qu'on peut faire pour le moment et on va en parler en effet, et puis on verra. Alors un petit truc dans le prolongement de ce qu'a dit Sylvie, ce à quoi on voit qu'on est encore en campagne, mais qu'on est aussi en train de former des gouvernements fédéraux, c'est spécialement l'absence relative par rapport aux autres vacances, par rapport aux étés précédents et par rapport aux autres rentrées, par rapport aux rentrées précédentes, l'absence presque exceptionnelle des sujets identitaires. On n'a pratiquement pas parlé, Jean-Jacques, cet été, du burkini, du voile, de toutes ces questions qui agitent beaucoup la polémique médiatique, les réseaux sociaux et aussi d'ailleurs la population. Pourquoi ? Une des raisons pour lesquelles on n'a pas beaucoup parlé, c'est notamment parce que au niveau de Bruxelles, le mouvement réformateur, qui était un grand catalyseur de toutes ces polémiques, se dit « soyons prudents cette fois, on doit négocier avec des partis pour qui c'est pas du tout cette tasse de thé-là, sur lesquels on s'oppose généralement là-dessus ». Et à contrario de l'autre côté aussi. À contrario aussi, bien sûr. Et aussi, de l'autre côté, c'est les communales. Le MR a réalisé un score en réalité décevant le 9 juin à Bruxelles. Par rapport à ce à quoi il s'attendait, en fait, on a vu que c'est surtout en Wallonie qu'ils ont fait un score extraordinaire, fantastique. À Bruxelles, un petit peu moins. Et donc, ils se disent peut-être qu'on a perdu à Bruxelles sur ça. Attention, n'insistons pas trop là-dessus. Jusqu'au communal. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques, qui sont tous les deux députés régionaux de la future majorité. Non. Il y en a une de la majorité, l'autre de l'opposition. L'une est pour la deuxième fois au Parlement, l'autre pour la troisième. L'une est passée notamment par le sport avant d'arriver en politique, et l'autre par le barreau avant de se lancer en politique. L'une est vice-présidente de parti, l'autre était président de Parlement. L'une est du Nord et l'autre du Sud, du centre-sud, qu'il et elle entrent. On accueille donc Gladys Casady, députée bruxelloise et vice-présidente des Engagés. Et à ses côtés, Calvin Soares, député bruxellois écolo, ex-président du Parlement francophone bruxellois. Bon, j'ai pas été très clair sur votre origine bruxelloise. Dans quelle commune êtes-vous, Calvin ? Gansoren. Voilà, vous êtes le Nord aussi. Donc vous êtes tous les deux du Nord. Je savais que je me trompais. Je suis désolé. Je suis désolé. Oui, voilà. Non, mais c'est du Sud du Nord, peut-être. Voilà. Un peu plus du Sud du Nord. Alors, tous les deux, je voudrais savoir d'abord votre impression. Est-ce que vous avez l'impression d'être sortis des élections, de la campagne électorale et déjà d'être dans la campagne des communales d'une manière ou d'une autre et dans la formation des gouvernements? C'est un peu votre cas, Gladys Casady, puisqu'il y a les discussions dans lesquelles les engagés sont impliqués. Est-ce que vous avez l'impression d'être toujours un petit peu sous l'eau et de continuer cette campagne? En tout cas, la campagne régionale, elle est clôturée. Donc oui. Nous ne sommes plus en campagne régionale. Et donc, nous, pour ce qui est des engagés, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement. Et c'est vrai que pour l'aspect communal, je suis d'ailleurs échevine, moi, à Berken-Saint-Agathe, il y a une équipe qui est en train de se mettre en place. Et donc, moi, je suis candidate pour soutenir la liste du bourgmestre. Et donc, ça demande également une mobilisation de ma part. Donc, on va dire que j'ai les pieds des deux côtés. Mais voilà. Vous avez eu l'occasion de prendre des forces pendant l'été pour repartir comme ça d'un bon pied? C'était nécessaire. Ouais. C'était nécessaire. Moi, j'ai fait un petit break pour retrouver la famille, que je n'ai pas beaucoup vue l'année qui vient de s'écouler. Ce fut une année quand même assez intense. Je me suis retrouvée également deuxième sur la liste régionale pour les engagés, qui était quand même une place qui demandait quand même une certaine mobilisation, notamment aussi auprès des candidats, notamment dans le cadre des différents débats et interviews. Mais donc ici, nous sommes regonflés à bloc, en tout cas pour ce qui me concerne, pour avancer dans le cadre des négociations gouvernementales et à côté pour garder le majorat à Berken-Saint-Agathe. Ouais. Alors, Calvin Soares, vous, des élections décevantes, comment est-ce qu'on se remobilise pour des élections communales et pour l'avenir, tout simplement? Je suis quelqu'un d'optimiste de nature, donc je vais dire qu'on a dû beaucoup travailler durant l'été, même si j'ai fait un petit break. Il a fallu remobiliser le parti. On a de nouveaux coprésidentes et coprésidents. Oui. On a de nouvelles instances qui regonflent le parti, redonnent de l'allant au parti. Et donc, moi, je suis conseiller communal à Gansoren. Et j'y joue un rôle aussi important dans la mesure où je suis député et je soutiens également la liste. Et il a fallu travailler aussi un peu sur cette liste et la possibilité d'entrer en majorité, puisque vous savez qu'il y a un préaccord à Gansoren.
on le dénonce évidemment, puisque on met les citoyennes et les citoyens un peu devant le fait accompli, avant même qu'on ait voté. Et donc, nous allons nous battre pour pouvoir démentir ce que le PS, les engagés et Défi ont prévu de faire, et forcer la porte pour entrer en majorité. Mais ici, je vous ai invité surtout pour vos compétences régionales et politiques de manière générale, pour ne pas déséquilibrer non plus les équilibres au niveau des communes, et pas trop favoriser écolo à Gansourne ou les engagés à Berchem-Saint-Agathe. Donc je vous propose de rester sur les thématiques plus régionales. Je crois que c'est important que vous disiez tous les deux que vous serez présents sur les listes communales. Mais maintenant, si on parle de manière un peu plus générale de ces problèmes de formation de gouvernement, je voudrais peut-être revenir sur les différents rapports entre néerlandophones et francophones. Est-ce que pour le gouvernement bruxellois, je vais poser la question d'abord à Calvin Soares, est-ce que les francophones doivent se mêler de ce qui passe du côté des néerlandophones, ou bien chacun doit faire comme il veut? Est-ce qu'on doit faire des exclusives? Oui à la NVA, non à la NVA. Oui à Fouad Haïdar, non à Fouad Haïdar. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui s'est passé, c'est-à-dire cet accord qui a été trouvé dans le dos de Elke van den Brandt concernant la LEZ. Donc c'est accord entre MR engagé et PS. Oui. Je pense que c'est un grave précédent. Je m'explique. Pour moi, de formateur, David Lester est devenu semeur de troubles. Dans la mesure où il nous avait annoncé qu'on verra ce qu'on verra et qu'en 100 jours, il allait changer Bruxelles. Il n'a même pas encore ministre-président qu'il pose des actes qui visent quelque part à semer le désordre dans sa propre future majorité. Ça, c'est absolument décevant de la part d'un futur ministre-président. Et ensuite, nos collègues engagés durant la campagne avaient comme slogan « le courage de changer ». Moi, je dis c'est aujourd'hui le courage de bloquer Bruxelles. Parce que imaginez... C'est eux qui bloquent Bruxelles pour vous. Mais je parle de l'ensemble, je parle des trois partis qui se sont réunis pour trouver un accord, avant même l'accord de gouvernement, pour trouver un accord dans le dos d'une potentielle future... d'un futur parti qui est partenaire. Oui. Imaginez Bart de Wever au fédéral, qui se met d'accord avec les partis néerlandophones sur un sujet précis où il n'a pas besoin d'une double majorité, et il décide de le faire dans le dos des francophones. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Finalement, moi je vois que M. Lester, qu'est-ce qu'il a dit durant l'été, le 22 juin, il a dit le problème de Bruxelles, c'est que Bruxelles a été gérée par ceux qui y vivent. Et donc, j'ai l'impression qu'il a envie de donner le pouvoir à ceux qui n'y vivent pas, notamment à Mons, à son président de parti qui décidera à sa place. On va laisser Latis Kazadi répliquer à ça, puis on demandera l'avis de nos deux experts sur cette problématique que vous avez soulevée. Je me mets en porte-à-faux quand même par ce qui est dit par mon collègue Calvin Soares. Le courage de bloquer aurait été justement de ne déposer aucun texte. Ici, je vais quand même rappeler le contexte. Le choix des électeurs pour ce qui est des partis francophones a été assez clair. Donc, fatalement, la constitution de la formation des partis francophones a été plus facile. Du côté néerlandophone, les vents étaient plus éclatés. Donc, l'alliance à faire avec les partis néerlandophones est plus difficile. Donc, voilà. Et d'ailleurs, j'en profite d'ailleurs pour féliciter au nom des engagés Elke van den Brandt en tant que formatrice flamande, qui a un rôle qui n'est pas évident à exercer et qui essaie de faire de son mieux. Je ne pose pas de la pommade. Je ne pose pas de la pommade. Enfin, nous, c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné chez les engagés. Quand il y a des choses qui sont bonnes, qui sont faites par les autres, il faut pouvoir le dire. Et là, en l'occasion, on a un travail difficile qui est en train d'être fait. La question, c'est est-ce que vous avez agi dans le dos d'Elke van den Brandt? Je trouve que pour la suite, effectivement, il faudrait peut-être... voilà, nous, on plaide pour l'apaisement. D'ailleurs, mon chef de file, Christophe de Beukela, a fait savoir à David Lester qu'il était utile de pouvoir apaiser les relations avec le pendant néerlandophone. Ici, on était face à deux gros dossiers sur lesquels il était important de pouvoir avancer. Les primes Rénolution, il y a une série de citoyens qui étaient dans l'inquiétude parce que les primes ne pouvaient plus être octroyées. Donc ici, on permet qu'elles puissent être octroyées. Et dans ce cas-ci, je suis sûr qu'Elke van den Brandt aurait été d'accord en plus. On n'a rien dit là-dessus. Elle n'a pas dit qu'elle trouvait que c'était une bonne idée. Je vais peut-être aussi continuer si vous le voulez bien. Pour la question de la LEZ, on reporte de cela de 2 ans. Okay, on reporte cela de 2 ans, on va peut-être revenir, on en parlera tout à l'heure. Peut-être revenir dessus plus tard. Voilà, il n'y a pas eu une volonté de vouloir faire quelque chose derrière le dos d'Elke van den Brandt ou des partis néerlandophones. Le texte passe d'ailleurs par le Parlement.
Okay. De toute façon, on n'a pas le choix, mais ça passe par le Parlement. Et donc ici, on espère qu'on aura une majorité de partis autres que ceux du MRPS et des engagés qui s'allieront à nous par rapport à ces deux textes. On a déjà entendu le VLD dire qu'il voterait d'ailleurs. De votre côté, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas De Decker, comme analyste? Est-ce qu'on a fait quelque chose qui est vraiment scandaleux, exceptionnel ou fantastique? Il y a cette logique bruxelloise qui est celle du communautarisme, qui est un mot qu'on emploie beaucoup à tort et à travers, mais qui ici s'applique bien, c'est-à-dire que on a inventé des dispositifs pour protéger une minorité à Bruxelles, qui est la minorité flamande. Ils ont leurs députés garantis, leurs échevins, tout ça, machin, leur langue, leurs écoles, leur théâtre, tout ce qu'on veut. Bon. La question de ce communautarisme-là à Bruxelles, il est fondé sur la langue, la culture. Et donc, en effet, les partis néerlandophones à Bruxelles ont beaucoup de choses à dire pour gérer de leur côté tout ce qui relève de la culture, les théâtres, les écoles, etc., ou gérer ensemble avec les francophones tout ce qui s'y apparente. La question de la pureté de l'air, elle ne se pose pas en fonction de la langue que vous parlez. Elle est la même pour les néerlandophones et pour les francophones. Donc sur ces sujets-là, et là je trouve que c'est assez bien pensé de la part des législateurs et des concepteurs de la région bruxelloise, sur ces sujets-là, il n'est pas nécessaire d'avoir une double majorité au Parlement. Donc il n'est pas complètement délirant qu'on puisse se dire, c'est un sujet qui concerne tout le monde, qu'il parle français ou néerlandais, et la voix de la majorité se dégagera. Par ailleurs, c'est un peu pour modérer l'impression que donnait Elke van den Brand et certains de mes confrères flamands en appelant ça une bombe communautaire. C'est une volonté de contourner Elke van den Brand, c'est incontestable. Est-ce que c'est vraiment communautaire? Je n'en suis pas sûr, parce que, en plus de ce que je viens de dire, au sein du conseil, du collège électoral flamand, des élus flamands du Parlement bruxellois, il n'est pas impossible du tout qu'une majorité se prononce en faveur du report de cette zone de donc ça, on le verra au Parlement. On va le voir au Parlement, mais la liste Foix-Daïdar, la NVA, le Vlaams Belang, peut-être le VLD, une partie de Vooruit, ça fait du monde. Sylvie Losberg, ce qu'on a vu là au niveau du Parlement bruxellois, demain au niveau du Parlement fédéral, de la Chambre, pourrait se faire aussi. Tant qu'il n'y a pas de gouvernement au niveau fédéral, à la Chambre, on pourrait voter des textes aussi, et on en a parlé. On devrait, et d'ailleurs, le texte qui devrait être voté, c'est évidemment la dépénalisation totale de l'interruption volontaire de grossesse, avec toutes les recommandations du groupe d'experts demandées par le gouvernement précédent, qui a fait un parcours législatif depuis des années, et ce texte est bloqué en plénière par principalement les partis néerlandophones NVA, Vlaams Belang et CD&V, mais dans les affaires courantes, très clairement, il n'y a pas d'accord de gouvernement, ce n'est pas cadenassé. Donc les textes sont sur la table, et c'est une très bonne chose, parce que le texte du PS qui a été pris en urgence, a été accepté en urgence, notamment par les engagés, qui auparavant étaient plus frileux sur ce dossier, bien sûr, mais les écolos avaient déposé des textes, comme le PS d'ailleurs, mais ce n'est pas le cas des engagés, et donc là, on a vraiment une ouverture possible, d'autant que le président du Parti libéral a dit aussi qu'il voulait qu'un texte soit voté pendant les vacances. Alors, est-ce que ce n'est pas une bombe communautaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose au Parlement, puisque là, il y a 3 gros partis flamands qui ne sont pas d'accord. Et c'est dans leur dos que... les deux partis nationalistes. Oui, et c'est souvent ce que disent d'ailleurs les néerlandophones anti-IVG à la Chambre, c'est de dire « vous ne représentez pas les femmes flamandes ». Mais cette lecture, elle est biaisée, et votre comparaison ne tient pas, je trouve, entre De Wever qui prendrait les francophones en otage. Quand il s'agit d'enjeux pour les citoyens et les citoyennes, c'est pas une question de langue, c'est une question de bien-être, de santé, que ce soit pour la pollution ou pour l'interruption de grossesse. Réponse de Calvin Soares là-dessus. Ici, on parlait de formation de gouvernement, c'est-à-dire quelles sont les discussions qui peuvent avoir lieu de manière positive pour composer un gouvernement. En posant l'acte qui a été posé, est-ce que on va dans le sens d'un apaisement, du fait d'être constructif pour avoir un gouvernement? Non. Non, pas du tout. Et comme Nicolas l'a dit, tout le monde dit au sein des futurs partis francophones qui veulent composer une majorité, ce n'est pas du tout l'envie de contourner Elke van den Brand, bien sûr. Et donc, c'est quand même, ne l'oublions pas, le premier parti,
c'est le parti qui a gagné les élections côté néerlandophone. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas un peu relativiser? Excusez-moi, Calvin Soares. Le Team Fouad Haïdar a fait aussi 3 députés, le Groen a fait 4. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est parce que beaucoup de francophones ont voté du côté néerlandophone et qu'on a un peu que le système est un peu biaisé? Oui, mais le système, il est comme il est. Si on veut le changer, on mène un débat démocratique pour le changer. Mais pour le moment, le système, il est comme il est. Et donc, ne pas en tenir compte, c'est dire à Madame Van den Brandt, écoutez, pendant 5 ans, on va le faire de la même façon. C'est-à-dire qu'on va s'entendre dans l'antichambre, quelque part. Vous croyez que c'est le risque, ça? Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est ce qui, c'est-à-dire sur un texte, on le sait pour les écologistes, est absolument important, sur une matière qu'elle a traitée pendant 5 ans, et sur une matière qui crée des tensions. On va dire à Madame Van den Brandt, en fait, on n'a pas besoin de votre avis. Bonjour et au revoir. Moi, en tout cas, je comprends qu'elle se soit sentie très mal et qu'elle dise aujourd'hui, j'ai besoin d'être rassurée et d'avoir... Je ne sais pas comment elle va faire pendant 5 ans. Mais si comment on peut raccommoder la confiance? Parce qu'on a vu que du côté flamand, El Van den Brandt a dit « Moi, j'arrête tant que je n'ai pas droit à des excuses, je ne sais pas, je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, rien n'avance côté flamand. » Alors que peut-être que les autres partis ont déjà d'autres partenaires, futurs partenaires en tête. Peut-être, donc, on va ils ont annoncé la NVA. Mais de toute façon, là, rien n'avance. Et donc, il n'y a même pas de réunion ni avec la NVA, ni avec le Team Fouad Haïdar. Comment rétablir une certaine confiance, Glazit? La confiance, on essaie de la rétablir dans le dialogue, mais ici, surtout, ce qu'il faut surtout retenir... c'est qu'il y a urgence à pouvoir former ce gouvernement, parce que là, on a la question de la LES et la question ici de la prime révolution qui s'est posée, mais il y a encore d'autres enjeux très importants sur lesquels il est important de pouvoir avancer, notamment la question budgétaire. Ici, on est face à un déficit quand même d'1,3 milliard pour 2024 et les projections nous annoncent quand même quasi le double, 2,5 pour 2025. Et donc, il faut pouvoir avancer sur ces dossiers-là. Donc, on espère qu'un gouvernement va pouvoir se former rapidement afin de pouvoir vraiment avoir les leviers d'action pour pouvoir avancer ensemble sur ces différents enjeux. Mais on ne peut pas bloquer les Bruxellois et les Bruxelloises indéfiniment. Donc, voilà. Donc, il faut pouvoir avancer. Van den Brandt qui bloque? Non, ce n'est pas elle que Van den Brandt qui bloque. Ils n'arrivent pas à trouver de solution au niveau néerlandophone. Mais qui bloque? Donc, ils doivent encore se remettre autour de la table. Je pense aussi, tous les partis néerlandophones doivent pouvoir être écoutés. Nous, on en estime, en tout cas chez les engagés, qu'en tant que francophones, nous n'avons pas interféré dans la formation de l'Alliance néerlandophone. Nous n'avons pas interféré pour la francophone, on n'a pas interféré pour la Pourquoi El Van den Brandt ne voit pas le Team Fouad Haïdar, pourquoi elle ne voit pas la NVA? Mais pour former ce gouvernement, puisque les francophones ont dit ne le voient que. Bah oui, en réalité, temporiser légèrement. Quand on dit que ce ne sont pas les francophones qui bloquent, il y a eu des exclusives dès le départ. Je peux entendre les arguments qui ont mené à l'exclusif, mais on ne peut pas aujourd'hui réécrire l'histoire. En réalité, il y a eu effectivement du côté du MR des exclusives vis-à-vis de la Team Fouad Haïdar, par exemple. Même au niveau des engagés, il y a eu des propos, notamment de Christophe de Bequelard, ne serait-ce qu'avant-hier dans la presse, sur la Team Fouad Haïdar. Et donc, moi, je pense... Mais en tout cas, il n'y a plus de tabou sur la NVA, parce que même le PS, Martin Cazé, sur BX1 cette semaine, a dit « c'est pas aux francophones d'intervenir ». Donc, il y a toutes les possibilités pour El Van den Brandt de rencontrer la NVA. Pourquoi ne le fait-elle pas? Mais elle a toujours dit qu'elle avait des discussions, elle a vu tout le monde déjà. C'est-à-dire, au début... Lorsqu'elle a lancé son rôle de formatrice, elle a vu tout le monde, elle a dit que les ponts ne sont pas coupés avec la Team Fouad Haïdar et la NVA. Je ne suis pas le représentant de Elke Van den Brandt, mais ce que je veux dire... Il va falloir vous opposer à elle aussi. Mais ce que je veux pointer ici, c'est le fait que, en fait, on a besoin d'un gouvernement. Oui. On a besoin d'un gouvernement pour la vie de tous les jours des Bruxelloises et des Bruxellois. Et donc, tous ces micmacs qui sont mis en place de manière opportuniste en période électorale, eh bien, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Non, mais j'ai l'impression qu'on est dans l'incantation. Tout le monde dit qu'il faut un gouvernement, mais on ne fait rien pour qu'il y ait... Mais il y a des gens qui ont des manettes et qui ont fait des promesses, notamment de former vite un gouvernement. Et donc, mais vous avez dit vous-même que chacun doit se débrouiller de son côté, francophone et néerlandophone. Mais non, je dis, quand on fait des accords dans le dos de Elke Van den Brandt, comme on l'a fait, je ne pense pas que ça fasse accélérer le tempo au niveau de la formation du gouvernement. Oui, alors, je pense que cette tuyauterie politique, vous maîtrisez très bien, mais le grand public, les gens, franchement, pour eux,
c'est du chinois, hein, sauf des éléments concrets de la vie. La basse émission, certains pour, certains contre, les gens ont un avis. Sur Team Fouad Haïdar, il faut quand même aussi se poser la question de savoir, est-ce qu'on ne doit pas à un moment donné mettre une barrière face à des partis qui, et notamment M. Haïdar, que j'ai vu ici d'ailleurs à plusieurs reprises, qui ont des propos et qui ont un modèle de société qui est en fait contraire à la Constitution. Moi, je suis très inquiète et je trouve plutôt intéressant et important d'entendre qu'il y a des partis qui disent non, pas avec un parti qui tient de tels propos et qui a un tel projet de société. C'est nécessaire de mettre un haut là. Et personnellement, quand vous dites on ne veut pas interférer du côté néerlandophone, mais bon, tout le monde se parle quand même. Hein. Et ce qui s'est passé avec la zone basse émission, c'est possible légalement. Donc, vous dites, bah, alors il faut changer les choses. Oui, et c'est vrai que on pourrait rediscuter de la redistribution électorale à Bruxelles, mais ce ne sera pas pour tout de suite. La prochaine fois. Donc, pour l'instant, il faut être légaliste. Avoir votre avis sur l'aspect budgétaire, hein, parce que c'est effectivement un des gros dossiers à venir. Et on voit qu'au niveau fédéral, on fait des bons d'État. Avec succès ou pas, hein, on verra, ça a commencé très lentement cette fois-ci. Il y a même une commune qui a lancé un bon communal. Est-ce que c'est une manière pour vous, Gladys Kazadi, de financer la région bruxelloise, les communes ou l'État fédéral en lançant comme ça des bons, des emprunts ? Le fait est qu'on constate qu'on est face à une situation budgétaire à tous les niveaux de pouvoir compliquée. Et donc, il y a des pistes qu'il faut pouvoir explorer. Moi, je veux plutôt parler de la région bruxelloise, qui est celle que je maîtrise le mieux. Est-ce que ce qu'on fait au niveau du fédéral et de la commune, c'est un modèle pour le régional, par exemple? Je pense qu'il faut pouvoir être créatif pour pouvoir remobiliser des fonds. Et ici, l'initiative qui a été mise notamment à Etterbeek est intéressante. Elle permet non seulement de mobiliser des fonds, mais également de permettre aux citoyens de participer activement à la vie de la commune. Et donc, on a une alliance entre l'aspect budgétaire, où on essaye de trouver des solutions pour avoir des fonds, et de l'autre côté, participation citoyenne. Nous, au niveau des engagés, vraiment, c'est les voies vers lesquelles on se dirige. Et donc, on trouve que c'est des pistes intéressantes. Et c'est vrai que par rapport à la situation budgétaire dans laquelle on est, il va falloir faire preuve de créativité. À côté de cela, il va également falloir, et ça on l'annonce déjà, devoir faire des dépenses courantes, notamment au niveau de la simplification des administrations et des institutions. Oui, voilà, c'est ça. Et il va également falloir prioriser les différents projets qui sont prévus dans le plan pluriannuel, parce que voilà, il y a des choix qui vont être faits au niveau budgétaire. Et ici, l'aspect des bons d'État, c'est un aspect créatif qu'il faut pouvoir explorer. Il y a d'autres pistes aussi qu'il va falloir explorer. Oui, il y a les partenariats publics-privés pour des gros travaux. Et il va falloir en parler parce que c'est une piste, effectivement, les partenariats publics-privés vers laquelle on va peut-être devoir s'orienter. Calvin Soares, vous serez dans l'opposition, c'est clair. Quelles sont vos pistes ou quelles seront vos lignes rouges en matière de budget du futur gouvernement régional? Pour nous, nous sommes très inquiets par rapport à ce qui a été annoncé. Pour nous, en tout cas, l'investissement dans la transition écologique, dans la rénovation énergétique, en matière de mobilité, mais aussi dans le social. Donc le lien entre justice environnementale et justice sociale, pour nous, c'est essentiel. Et donc nous allons être très attentifs parce que avoir la NVA et le MR dans le même gouvernement, je suis très inquiet de la... Si on parle du budget régional... Ici, je parle... Si on a la NVA et le MR au niveau du gouvernement régional, il y a aussi tout ce qui concerne les questions qui touchent les plus précaires, les plus défavorisés. Et donc, je pense qu'on va voir dans quel domaine les économies vont être les plus prégnants. Pour nous, nous allons être très, très attentifs. Pour revenir aux bons d'État, aux bons communaux, en l'occurrence à Etterbeek, nous avons toujours été pour une économie vertueuse, c'est-à-dire une économie qui s'appuie sur des choses positives plutôt que des banques qui utilisent l'épargne des citoyennes et des citoyens dans des trucs qui sont nuisibles. Et donc, dans notre programme, nous avons toujours milité pour des bons d'État, notamment des bons qui sont plutôt verts, qui permettent d'utiliser l'épargne des citoyennes et des citoyens dans la transition écologique. Dans le cas d'espèce, on est très content de ce qui a été fait à Etterbeek. Pourquoi? Parce que c'est une crèche, la crèche Sainte-Geneviève, qui est d'ailleurs dans une rue dans laquelle j'ai habité, Eudore-Pirmé, et on voit qu'il y a besoin d'une rénovation parce que les locaux ne sont pas adaptés au niveau énergétique, les factures grimpent. Vous dites que c'est pour une bonne cause, ça vaut la peine de demander l'argent des citoyens. Nous l'avions dans notre programme, et d'ailleurs, Barbara Tract, il faut le rappeler, a mis en place
un soutien en termes de crédit d'impôt à tout ce qui touche aux organismes qui s'occupent de l'investissement, notamment quand on parle de Crédal, par exemple, de Fincommon. Il y a eu un crédit d'impôt de 3,5% pour les citoyens qui investissent là-dedans. Et ça permet notamment, par exemple, de rénover les bâtiments de l'ULB. Alors, Nicolas de Decker... Eudore Pirmé, qui était un carologien d'origine. Tout à fait. Enfin, c'est pas tellement le sujet. Très important. Mais pour notre public carolo, ça peut toucher les gens. Au niveau politique et de stratégie politique, cette idée de faire appel chaque fois aux citoyens, il y a l'impôt quand même déjà. Je trouve que c'est chouette pour deux raisons. D'abord, de manière très méchante et brutale, parce que ça permet de contourner un petit peu les banques. On sait que les pouvoirs publics, d'ailleurs, comme les citoyens, ont beaucoup de mal à pouvoir se financer à travers les banques et des prêts faits par les banques. Puis ensuite, parce que ça donne une dimension participative. C'est sympa pour les gens de contribuer à ériger une crèche, une école ou que sais-je. Ça, c'est bien. Mais c'est de la micro, ça. C'est pas grand-chose. C'est de la micro. À côté de ça, ça peut avoir certains effets pervers qui reproduisent des effets d'inégalité du marché. Je m'explique. Si, on va prendre un exemple belge pour ne pas vexer les sensibilités intercommunales bruxelloises ici, si la commune de Farciennes décide de lancer un emprunt communal, de dire voilà, je cherche à lever, disons, 1 million d'euros auprès des citoyens d'où qu'ils viennent, et dans un an, je leur rends 104% ou 4% de plus, on va dire, voilà, ça ferait 1 million et 40 000 euros, c'est ça ? Voilà. Au bout d'un an, qui sont les gens qui auraient souscrit à cet emprunt public farciennois ? Ce serait plutôt, je caricature, mais c'est pour être bien compris, les gens de Knock. Et les gens de Knock, 1 an plus tard, ils regagneraient 4% qui viendraient des caisses communales des gens de Farciennes. Et ce serait un accroissement de l'inégalité financière, l'inégalité patrimoniale. Et donc ça, c'est aussi un des dangers, c'est aussi un des problèmes. Donc c'est pour ça que je préfère quand même toujours le don au prêt. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je préfère qu'on revoie plus globalement le système de financement, spécialement des communes, parce que plus c'est centralisé, plus ça permet une redistribution. On va passer à présent à nos têtes d'affiche. Je vous propose des personnalités qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un ou une et de commenter votre choix. En bien ou en mal, Gladys Casady, on commence avec vous, avec les 4 stars de la semaine. Ludivine de Magnanville, députée changeante de Défi au MR. David Stegen, du communicant Anderlecht à candidat MR Wilde-Agansoren. Wout van Aert, qui perd 2 maillots en abandonnant le Tour d'Espagne suite à une chute. Ou Paul Watson, le défenseur des baleines, toujours détenu au Groenland. Qui choisissez-vous ? Je vais choisir Ludivine de Magnanville. Ça vous a surpris ce changement ? Oui, ça m'a quelque peu surpris parce que voilà, on s'y attendait pas et on pensait pas forcément qu'il y avait un mal-être au niveau de sa présence chez Défi. Mais là ici, c'est vraiment pour dire, enfin vraiment d'un point de vue humain, je trouve que voilà qu'on s'acharne un petit peu sur elle. Humainement parlant, je vois des réactions sur les réseaux sociaux. On est en train, on parle plus de projet, on parle de la personne, on parle de son caractère, on parle. Et je voudrais quand même rappeler, parce que c'est aussi des choses auxquelles on peut être confronté en tant qu'élu politique, parfois des propos quand même assez virulents via les réseaux sociaux qui peuvent parfois pousser les gens à arrêter de faire la politique, et en particulier les femmes. Et donc ici, moi, c'est une solidarité que j'amène vis-à-vis de c'est pas une solidarité sur la décision, mais c'est plutôt contre les attaques dont elle est la victime. Parce que si demain un député ou une députée engagée disait oui, moi je vais ailleurs, on l'a déjà connu sous la précédente législature à 2 reprises. Oui, effectivement. En général, on part avec son. Véronique Lefranc est partie avec son siège. Et maintenant, elle est candidate PS à Kuckelberg. Donc, effectivement, vous en avez été victime et d'autres partis aussi. Donc, de manière générale, c'est pas quelque chose qu'on aime. Aucun parti aime voir des personnes partir en plus avec un mandat reçu via le parti dans lequel on s'est présenté, aller vers un autre parti. Et donc, ici, ça coûte un groupe en plus, parce que Défi passe de 6 à 5. Et ne sera plus représenté au bureau. Voilà, donc ce qui est quand même important. Calvin Soares vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Marie Dupont, la nouvelle bâtonnière, c'est fait. Puis ensuite, je voulais vous proposer Adja Labib, la nouvelle commissaire. C'est pour bientôt, mais en tout cas pas à Scarbeck, puisqu'elle ne se présentera pas à Scarbeck. Michel Barnier, lui, passe de Uccle à Matignon, parce qu'il a vécu longtemps à Uccle quand il était commissaire
européen. Et enfin, Ewout Vermand, double médaillé aux Paralympiques en cyclisme. Alors, qui choisissez-vous, Calvin, Marie, Adja, Michel ou Ewout? Je vais choisir Marie Dupont parce que je pense que c'est important et nous, écologistes, nous sommes très attentifs et attentifs à cela, que dans des fonctions assez représentatives, assez visibles, où on exerce un certain pouvoir, il faut que dans tous les secteurs de la société, il y ait de la diversité, à commencer par les femmes. Et donc, c'est une excellente nouvelle qu'elle ait pu avoir cette fonction. Et je crois que ce qui est le plus important à souligner, c'est le caractère d'exemple. Gladys et moi, régulièrement, que ce soit par les réseaux sociaux sur le terrain, nous recevons des témoignages de jeunes qui disent « Nous voulons faire comme vous parce que vous incarnez une nouvelle génération avec une nouvelle vision, mais aussi de par votre parcours, de par vos origines. » On se reconnaît en vous. On se reconnaît en nous et je crois que c'est absolument important qu'elle puisse exercer cette fonction et qu'elle puisse inspirer d'autres jeunes femmes qui ont envie de faire la même chose. 5 informations qui vous ont ravi ou énervé. Calvin Soares, on commence avec vous. L'été, qui était particulièrement pluvieux, mais très chaud aussi. Les guet-apens homophobes dont le nombre est en hausse à Bruxelles. Les femmes interdites de chanter en Afghanistan. Bruxelles libérée, c'était il y a 80 ans, on a fêté ça pendant la semaine, et où le triomphe de l'extrême droite, l'AfD, en Thuringie, notamment en ex-Allemagne de l'Est. Que choisissez-vous? L'été, les guet-apens, les femmes en Afghanistan, Bruxelles, je dois en choisir ou l'AfD? Un seulement. Un seul, qui vous a particulièrement, à mon avis, énervé, peut-être plutôt. Je dirais le triomphe de l'AfD m'a énervé en Allemagne de l'Est. C'était attendu, hein, oui. Mais j'ai l'impression que ça devient normal. C'est-à-dire on finit par l'accepter. Et pendant très longtemps, lorsque sur les réseaux sociaux, par rapport à certaines analyses que moi ou d'autres on faisait sur effectivement cette course qu'on ne peut plus ralentir, finalement, on nous parlait souvent du point Godwin. Et on a fini par banaliser le point Godwin. C'est-à-dire le recours chaque fois. Le recours, effectivement, quand c'est basé, au nazisme. Quand c'est basé sur des... C'est difficile quand les gens sont allemands et d'extrême droite. Quand c'est basé dans des cases. Bon. Non, mais quand c'est basé sur... Parce que, évidemment, on a un épouvantail comme l'AfD, mais on a ceux qui alimentent, celles et ceux qui alimentent, et qui sont beaucoup plus subtils et qui utilisent des termes que tout le monde comprend, hein, mais qui alimentent en fait le discours de l'AfD, du Rassemblement national en France et d'autres partis. Et donc récemment, j'adore l'histoire, et récemment j'ai un ami qui me racontait un documentaire sur Léon Degrelle et qui me disait en fait quand il était en Espagne, des journalistes étaient allés le voir pour lui demander mais comment se faisait-il que vous étiez aussi populaire? Il disait mais en fait les gens ils sont cons. Vous avez juste besoin de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous êtes un peu beau, vous présentez bien. Et c'est ce qu'il disait. Oui. Et en fait, malheureusement, j'ai l'impression qu'en Europe, quand je fais une perspective sur des siècles, j'ai l'impression qu'en Europe, on a besoin de répéter, c'est-à-dire de revivre les mêmes choses avant de pouvoir comprendre. C'est un cycle qui se répète. Et j'ai peur, au vu de ce qui s'est passé en Angleterre, c'est-à-dire le fait qu'on ait agressé, qu'il y ait eu des violences. Et j'ai peur que de plus en plus, ces petites violences se multiplient partout et qu'il y ait un jour une explosion. Gladys Casadi, un autre élément d'information sur lequel vous voudriez réagir? Sur les femmes interdites de chant. Ici, je trouve quand même qu'on rétrograde. Sorry, je parle encore des femmes, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup encore à faire. Vous avez le droit. Non, mais parce que voilà, parce qu'il y a beaucoup encore à faire sur les questions autour des femmes. Et ici, vraiment, je trouve qu'on rétrograde, surtout que là, on parle de chant. Enfin, je veux dire, ça n'a ni queue ni tête. Je ne vois même pas d'où vient... quel est le processus qui a amené à ce qu'on en arrive à dire, OK, maintenant, on interdit les femmes de chant. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve parce que ça...
Enfin, ça ne nous fait pas avancer dans la question, pour la question des droits des femmes. En Afghanistan, je précise. En Afghanistan, on rétrograde. Au lieu d'avancer, on est en train de rétrograder. Oui. Là-dessus, une réaction, Sylvie Losberg, vous êtes dans ce fameux Conseil international des femmes. Mais donc, ce qu'on voit en Afghanistan, c'est clairement d'abord un abandon de l'Occident de ces populations en les laissant aux mains des talibans. Les talibans, ils ont un projet, et c'est un projet délirant, mais comme tous les projets totalitaires, extrémistes, et en l'occurrence particulièrement misogyne. Mais je pense qu'on doit se battre pour les Afghanes, mais ce n'est pas ce qu'on fait chez nous. Hein. Je veux dire, quand on voit l'état du féminisme en Belgique, je suis quand même bien placé pour le savoir, c'est catastrophique. Il n'y a plus de parole féministe en Belgique. Les partis, bien sûr, il y en a qui sont plus pour les droits des femmes que d'autres, mais ce n'était pas un sujet de campagne. On s'en fiche, en fait, voilà. On s'en fiche. Moi, je suis désolée, je suis en fin de carrière et je me dis, je me suis battue pendant 20 ans et il y a des choses qui s'améliorent petit à petit. Il y a des gens qui rétrogradent aussi, chez nous d'ailleurs, et on laisse comme ça. Finalement, cette question des droits des femmes, c'est un dossier parmi d'autres. Alors qu'en fait, ce n'est pas un dossier. Les femmes, c'est la moitié, si pas plus, de la population, et on n'est pas, justement, il y a une différence entre l'égalité des chances pour les personnes qui ont un parcours qui est un parcours spécifique avec des difficultés spécifiques. Et les femmes, c'est pas la diversité ni l'égalité des chances. Les femmes, c'est des humains comme les autres. Bon. Et je trouve que là, on a un vrai problème de compréhension en Belgique. J'ai quand même un exemple ici de quelqu'un, c'est dans ma rubrique, ils l'ont fait. Ok. Et quelqu'un qui vraiment est mal parti dans la vie et qui a quand même eu 2 médailles paralympiques cette semaine. Et Gladys Kazadi me sourit parce qu'elle m'en avait parlé sans savoir qu'on en parlerait. Je voulais parler de Léa Bayakula, formidable médaillée olympique à la fois sur 100 mètres et sur 400 mètres. Bon, elle n'est pas la seule. Hein. Il y a un homme aussi, Maxime Carabin, mais lui, il est de Liège. Mais Léa, elle est au White Star, elle s'entraîne au Stade Fallon. C'est un peu notre fierté. Donc, bravo à Léa. Bravo, je crois qu'on peut tous le dire. Absolument. Et effectivement, elle accumulait pas mal de soucis. Elle était malade depuis qu'elle a 11 ans. Voilà. C'est vraiment une championne fantastique. Elle a un parcours, si je peux me permettre, moi, je suis admirative devant Léa et son parcours. Et Léa représente en fait aussi un combat que je mène sur de triples casquettes de manière générale liées à l'inclusion en tant que femme, en tant que personne d'origine étrangère, mais également en tant que personne porteuse d'un handicap. Et ici, le fait qu'elle remporte ici ces doubles médailles d'or au niveau olympique, ça permet aussi de visibiliser, à davantage, mais visibiliser aussi toutes les personnes derrière qui sont confrontées aussi à ce genre de choses. Et je trouve ça génial. Et d'ailleurs, félicitations Léa si elle a l'occasion de nous écouter. On la voit ici, elle l'a fait, elle y est arrivée. Le travail, par contre, on va parler d'Audi. À présent, le travail reprend pas chez Audi pour l'instant, après l'annonce officielle de fin de production de voitures de la marque Audi sur le site de Forêt. Alors d'autres pistes existent, même si elles suscitent beaucoup de méfiance. Et je voudrais revenir à ce que disait notre expert Laurent Hublet la semaine dernière, c'est dans Les Experts. Et il avait plaidé sur une utilisation plus pragmatique du site peut-être. On l'écoute. Le courage de mettre toutes les options sur la table et de se dire qu'est-ce qui, pour l'intérêt commun, pour tous les Bruxellois et ceux qui sont autour, qu'est-ce qui ferait le plus de sens ? Ou est-ce que alors, c'est peut-être d'avoir un mélange d'activités productives qui est... au départ, c'était une usine de cycle et d'assemblage de voitures. Bon, ça peut être une partie d'activité. Il y a peut-être d'autres activités. Peut-être qu'on peut y faire du logement. Regardez ce que Londres a fait avec Saint-Pancras, qui était la zone à côté de sa gare principale. Il y a aujourd'hui 3000 ingénieurs en intelligence artificielle qui sont basés là, plus des quartiers, etc. Donc, on peut aussi oser réinventer ce site. On peut y mettre un stade de foot aussi, pourquoi pas ? Alors Calvin Soares, Écolo Forêt, trouve qu'il faut garder une industrie automobile sur le site. Vous, quelle est votre vision peut-être un peu plus globale du site ? Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va y arriver demain. Bon. Qu'est-ce que ça doit devenir, ce site ? Bon, d'abord, il faut être précautionneux parce que ce site est privé. Il appartient à Audi d'abord. C'est vrai. Donc, on peut faire tous les plans sur la comète qu'on veut. Si on n'arrive pas, effectivement, à trouver un accord avec Audi sur le devenir du site... Voilà. Mais vous trouvez que la région devrait, par exemple, racheter ce site à Audi ? Ça pourrait être une option. On a effectivement un enjeu de transition en termes de réindustrialisation.
Je vous donne un exemple concret. Nous, écologistes, nous avons toujours plaidé pour que le gouvernement fédéral investisse beaucoup plus de manière structurelle sur la question du recyclage. Par exemple, les batteries de voitures, par exemple, toutes les pièces qui sont démontées. Moi, je considère qu'effectivement, c'est quelque chose... On a donné quand même 157 millions à cette entreprise. 157 millions. Et donc, cet argent, si on l'investissait de manière structurelle dans les filières de recyclage... Oui, mais là, il a été dépensé, cet argent. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Mais en fait, ce sont des choix politiques. À l'avenir, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit continuer à donner de l'argent à des entreprises, des multinationales, qui de toute façon vont délocaliser? Donc là, vous dites non. Moi, je dis non. Je dis investissons dans la transition écologique. C'est-à-dire, quand on prend... J'ai visité l'un des rares ateliers de recyclage qui s'appelle l'atelier Simandou. Si vous voulez réparer votre fer à repasser, si vous voulez réparer votre micro-ondes, etc., vous allez au moins un de la gare centrale. Il y a un atelier, d'ailleurs, qui est tenu par quelqu'un de remarquable, qui est venu en Belgique en étant mineur non accompagné, qui a été dans un centre, etc., et qui a ouvert cet atelier, et qui a, là où il répare à Rennes, il a un grand dépôt, un centre de dépôt là. Je pense que ce sont des exemples inspirants, des exemples d'avenir, parce qu'on ne peut pas continuer de cette manière-là, avec ce modèle de production, de consommation, qui ne nous permet pas de garder nos emplois. Il faut créer des emplois qu'on peut garder en réalité. Et c'est ce que moi, je pense qu'il faut faire. Et évidemment, si on n'arrive pas à le faire, il faudra trouver quelque chose d'utile pour ce site. Mais en priorité, nous voulons que, et j'ai une forte pensée pour ces travailleuses et travailleurs, leurs familles, on était en soutien lors des manifestations. Il ne faut pas oublier les sous-traitants aussi qui vont perdre leurs emplois. Et donc, il faut réfléchir à l'avenir, à des emplois que l'on peut garder et qui sont des emplois d'avenir, notamment en termes de transition dans les filières de recyclage. Gladys Casadi, quel est votre avis, vous, sur ce site Audi? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Mais tout d'abord, je voudrais parler des personnes derrière tout cela et avoir une pensée pour ces 3000 personnes qui vont perdre leur emploi et les familles derrière aussi qui vont être impactées. On a 3000 employés, mais on a également 700 à 1000 emplois connexes qui sont également touchés. Donc, il est important d'avoir une pensée pour eux et qu'on puisse agir également à ce niveau-là. Alors je sais, par les recherches que j'ai pu faire, que Bessie, Voca, Agoria et Acteris se mettent ensemble pour pouvoir essayer de remettre à l'emploi une série d'ouvriers qualifiés. Et ils sont plutôt optimistes sur voilà, ces c'est ça. emplois-là. Et donc c'est des choses à pouvoir soutenir. Alors pour la question de la réindustrialisation ici, moi je pense, et c'est le cas, c'est ce qu'on pense aussi avec les engagés, qu'il faut retravailler la vision qu'on a de la réindustrialisation de notre région, de notre ville. Alors, est-ce que dans le futur, il faut continuer à s'orienter vers ce type d'industrie du XXe siècle? Est-ce qu'il ne faut pas tout doucement se tourner vers une industrie, tourner vers l'avenir, basée sur les techs, les nouvelles technologies? Voilà, je pense que c'est une réflexion à pouvoir... C'est un peu ce que disait Laurent Hublet, là. C'est un peu une réflexion ici à pouvoir avoir. Et je pense que le gouvernement qui va se mettre en place, étant donné que ça n'a pas pu être fait par le précédent gouvernement ou le gouvernement sortant, va devoir se pencher sur cette question. Ça vous intéresse, l'emploi et l'économie? Bah oui, il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Concernant les Bruxellois et Bruxelloises, chaque compétence est importante pour faire avancer les enjeux bruxellois et bruxelloises. Donc voilà. Alors on a des priorités, effectivement. La santé et l'environnement qui sont prioritaires pour nous. Mais toute compétence est importante pour les Bruxellois et Bruxelloises. Alors, est-ce que les politiques ont quelque chose à dire, Nicolas de Decker, là-dessus? Avant de passer à cet aspect presque géopolitique, j'ai un autre aspect quand même auquel je voudrais faire prêter attention. C'est un aspect, on va dire, moral. Il y a une espèce de morale politique en ce moment. On en a beaucoup parlé avant les élections, on en parle encore beaucoup maintenant avec les accords. C'est on veut revaloriser le travail, le mérite, la responsabilité des personnes qui travaillent. On doit leur permettre de travailler et peut-être parfois aussi les punir quand elles ne travaillent pas. Moi, je voudrais demander aux personnes qui promeuvent cette morale du travail et du mérite, en quoi ces 3000 personnes méritent le sort qui, actuellement, aujourd'hui et bientôt, va s'abattre sur eux? En rien. Et je pense que ça doit aussi nous faire réfléchir, Gladys Casadi, à la façon dont on voit ce qu'on appelle le marché du travail. Les gens qui sont là-bas à Forêt, ils vont se retrouver sans rien. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal.
Je pense qu'on a aussi des conclusions presque philosophiques à tirer là-dessus. Disons que le sujet, c'est plutôt le site lui-même et le rôle des politiques. Et je trouve puisqu'on a quand même investi 157 millions. On en a déjà parlé des dizaines de fois depuis des dizaines d'années, depuis que les entreprises multinationales font du shopping entre États. Il y a une spécificité bruxelloise à cet égard, c'est que Bruxelles, en fait, elle perd doublement à chaque fois dans ce cas. Elle perd doublement parce que la Belgique est un petit acteur à côté de l'Allemagne, la France, l'Italie, que sais-je. Et donc, quand c'est le Premier ministre belge qui prend contact avec Audi, Stellantis ou Ford, c'est quand même moins important quand c'est le président de la France, la reine d'Angleterre ou le roi ou que sais-je. C'est vrai. Mais en interne aussi, Bruxelles est désavantagée dans la compétition entre les régions par le fédéralisme. D'abord parce qu'au niveau de la diplomatie économique, quand elle est belge, elle est généralement flamande. Hein, il faut l'assumer, il faut le dire, c'est un fait. Quand il y a des ambassadeurs, etc. Mais ici, les gens qui travaillent chez Audi, ils sont majoritairement flamands. Hein. Donc on reste quand même dans un intérêt flamand. C'est aussi vrai. Mais, et deuxièmement, donc, ça, quand c'est au niveau belge, Bruxelles est désavantagée dans le cadre de l'État national, mais elle est aussi désavantagée dans la compétition entre les régions parce que c'est la plus petite des trois régions, c'est la moins influente malgré la marque. C'est celle qui peut le moins se permettre de se payer des gens dont le métier est d'aller négocier, attirer des multinationales pour les faire investir ici à Bruxelles. Et donc, nous, Bruxellois, sommes particulièrement désavantagés. Je voudrais continuer à parler des bagnoles, mais hélas, plus d'Audi. Je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voulais revenir sur la LEZ et je voudrais savoir si ce retard de 2 ans allait vraiment changer la donne, Gladys Casadi. On vous a absolument dit, tout le monde dans la rue vous dit, on veut... qu'il y ait un report de la LEZ. En tout cas, ce qu'on constate, nous, chez les engagés depuis quelques mois, c'est qu'on est aussi face à une... Pour pouvoir avancer dans cet objectif de transition, il faut qu'on ait l'adhésion de la population. Je tiens quand même à rappeler que les questions de santé, avant tout, de santé et d'environnement sont au cœur de notre mouvement Les Engagés. Mais que d'ailleurs la question, 2 ans, oui, mais je veux quand même remettre aussi en contexte. La LEZ, c'est nous qui l'avons mise en place par le biais de Céline Frémaux, mon ancienne collègue, quand elle était ministre en 2018. Le calendrier qui avait été mis en place en 2016. On ne pouvait pas se douter qu'il y aurait une crise Covid, qu'il y aurait une crise énergétique, qu'il y aurait l'inflation. Et aujourd'hui, on demande en fait... aujourd'hui, les mesures d'accompagnement sont en inadéquation avec l'effort entre guillemets accéléré qu'on demande aux citoyens. Et donc ici, on n'est absolument pas en train de remettre en cause l'ambition à ce niveau-là. On est juste en train de faire un report pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir, aux citoyens de pouvoir... C'est le social avant la santé. Mais non, c'est pas le social avant la santé, mais on doit avoir l'adhésion. Et c'est aussi cela qu'on défend chez nous les engagés. C'est une écologie pragmatique, une écologie qu'on fait avec les gens. Et donc ici, on est clairement, nous, dans la dynamique dans laquelle on s'inscrit. Il faut aussi pouvoir écouter ce qui revient du terrain. Et en aucun cas, il est question de remettre en question l'ambition environnementale. On veut avancer. Il n'y a que cette phase-ci qui est donc retardée de 2 ans. Le reste du calendrier reste intact. On n'y touche pas. Alors, Calvin Soares, de votre côté, on est très fâchés chez Écolo de ce report. Il y a 2 choses. Je pense que la dimension sociale est importante. Mais je crois qu'il faut rétablir la vérité. Pourquoi est-ce qu'on a Céline Frémaux, des engagés, ex-CDH, a porté ce texte que nous avions soutenu. Oui. Aujourd'hui, on parle de 900 morts à Bruxelles par an, 7000 en Belgique. La pollution atmosphérique, c'est 1395 € par an par Bruxelloise et Bruxellois. Mais ce n'est pas que les voitures. Hein. C'est pas que les voitures, mais c'est un élément important qui crée de la pollution. Avec la LEZ, on a fait baisser de 30 à 40% le dioxyde d'azote ici à Bruxelles. Et pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu une association qui a mesuré la qualité de l'air autour des écoles. Et je précise que les quartiers les plus défavorisés subissent beaucoup plus cette pollution. Et dans 121 d'entre elles, on est 3 fois au-dessus du taux recommandé par l'OMS. Et donc, il y a urgence. Ce que je veux dire, c'est que gouverner, c'est prévoir. On ne pouvait pas prévoir... Attendez. Gouverner, c'est prévoir cette crise Covid, crise énergétique et l'inflation. On ne peut pas me dire que même avant la crise
avant les crises, il n'y avait pas de difficultés sociales à D'accord, Bruxelles. Donc, Mais lorsque... pas de cette ampleur-ci. Qui a mis en place... Ne parlez pas en même temps, parce que c'est difficile. Qui a mis en place les mesures sociales d'accompagnement? Parce qu'il faut aussi que les gens aient l'information. Lorsque nous sommes sur le terrain, on nous dit par exemple comment les personnes porteuses de handicap vont faire. Mais il y a une dérogation généralisée. Donc, il y a des fake news qui ont été Donc, il y a un défaut de communication. Il y a, d'une part, un défaut de communication. Ensuite, il y a 1 000 euros d'accompagnement social. Et pour les professionnels, ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Pour les professionnels qui travaillent avec leur voiture, s'ils remplissent les conditions, ils ont droit jusqu'à 16 000 euros maximum. Et ce sont les écologistes qui ont apporté des mesures de correction sociale, ce que les engagés et le PS n'avaient pas fait. Gladys Casadi, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de raison de reporter, puisque tout est prévu pour l'accompagnement social. Mais quand j'entends Calvin Soares... Il y a encore... on peut faire des efforts. Je voudrais juste mais quand je vois les économies qu'on doit faire... Mais ce n'est pas le retour, nous, qu'on a du terrain. On sent, en tout cas, nous, des contacts qu'on a avec le terrain, que les gens veulent avancer, que les gens sont aussi de plus en plus préoccupés par les questions d'environnement, par les questions de la qualité de l'air, parce que c'est lié aussi à la santé publique. Seulement, on doit pouvoir... Ils nous demandent de leur laisser un petit peu de temps, que ce qui s'est passé ces dernières années a eu un impact également dans les poches des citoyens, qu'il faut pouvoir en tenir compte. Nous, ici, on en tient compte, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc, je trouve qu'il faut, il faut quand même être juste. Il faut, si je puis me permettre, je pense qu'il ne faut pas... Au moment des élections, si je n'ai pas la possibilité de pouvoir m'exprimer, ça va être compliqué. Allez, passons à nos coups de cœur. Beaucoup plus simple, on supprime les voitures dès demain, comme ça il n'y aura plus de pollution. Alors, des alternatives, voilà, on va passer à nos coups de cœur. Donc Sylvie, vous vouliez nous parler d'une association. Oui, et je pense qu'elle va vous réconcilier. Oui. C'est une association qui s'appelle AFEDE, AFEDE, ASBL. J'ai eu peur. Et c'est Madi Tiembe. Et donc moi je soutiens cette association qui fait un travail extraordinaire à Goma, dans le Nord Kivu, pour les enfants. Maintenant, pour la scolarisation. Donc, pour 25 € par mois, vous pouvez scolariser un enfant et vous avez de ses nouvelles, vous le voyez évoluer, grandir. Et on a un vrai contact direct avec les enfants. Je trouve que c'est formidable. Et tout ça est géré à partir de Bruxelles avec une équipe sur place. Donc, AFEDE, ASBL, AFED. Merci. Et Nicolas, vous vouliez nous parler d'un livre très rapidement. Un bouquin que j'ai lu qui va peut-être vous réconcilier parce que le titre va peut-être vous plaire. C'est l'ouverture du marché. Ça s'appelle Les derniers jours du Parti Socialiste. C'est un bouquin français de Aurélien Bélanger. Un petit peu pastiche comme ça. C'est amusant pour ceux qui s'intéressent à la politique française. Puis il y a des projections à faire autour de toutes ces questions d'instrumentalisation de la laïcité, dont on parle beaucoup. Et c'est à la fois amusant et déprimant, une espèce de dystopie. Je recommande à nos lecteurs et à nos téléspectateurs. Oui. Et sinon, il y a Handmaid's Tale pour les dystopies, c'est encore plus fort. C'est pour les États-Unis. Et moi, je voulais vous parler de la campagne électorale sur BX1. Ben, ça démarre en fait mardi, avec déjà 2 débats des têtes de liste. On commencera avec Linkebeek. On n'oublie pas donc les communes à faciliter. Les débats des communes bruxelloises commenceront le 16 septembre et on commencera par Saint-Gilles. Tous les soirs, un débat animé par Jean-Christophe Peuzès en direct à 18h30. Et puis, si vous passez par le boulevard hier, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil sur le bâtiment Frame. C'est un bâtiment installé en tête du Mediapark, à côté de la station Diamant. Et BX1 s'y installera en début 2026. Et jeudi, symboliquement, on y a installé un arbre tout au-dessus, puisque c'était le moment où on a mis le toit. Et il y a une tradition à Bruxelles, ça s'appelle un mébo, on connaît le mébo. Mais là, la tradition, c'est de mettre un arbre quand un bâtiment est terminé. On met l'arbre. Bon, après, on ne laisse pas l'arbre sur le toit, on va le planter ailleurs, symboliquement. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission. Je vous signale que dimanche, on démarre le hockey à fond, avec 3 rendez-vous à midi. C'est un match des hockey dames. À 15h, un match hockey homme. Et il y en aura sur BX1 désormais. Et à 19h, il y aura la remise des prix. Ça s'appelle les sticks d'or en matière de hockey. Au revoir, bon week-end.